Bonsoir Hervé Guéquer. Bonsoir et bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Vous n'avez jamais fait une conférence encore avec autant de monde, j'imagine. Non, d'autant qu'il y a 2 salles. Oui, en plus. C'est un des records de la Voix au chapitre, en tout cas, ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, en tout cas, pour cette nouvelle saison, avec donc Hervé Guéquer et ce livre que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu, paru chez Albin Michel, 547 jours, le récit de votre captivité avec donc Stéphane Taponnier. Et il ne faut pas oublier aussi Reza, votre traducteur. Pour reprendre vos termes, c'est un récit totalement subjectif où vous évoquez vos souffrances, vos bonheurs fugaces, vos colères, vos peines, vos espoirs, vos doutes et vos chagrins. Une vie d'homme privé de la liberté de bouger, mais jamais de réfléchir, de penser et de s'exprimer. Jamais, pour reprendre vos termes. C'est aussi une contre-enquête, ce livre, puisque vous avez rencontré ceux qui dirigeaient les opérations à l'époque, de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, en passant par le général Georges Lain, l'ancien chef d'état-major des armées, Claude Guéant, et puis les 2 présidents de France Télévisions, l'ex, Patrick de Carolis, et l'actuel Rémi Flimelin. Contre-enquête, donc, pour tenter de comprendre, notamment, vous ne l'avez pas oublié, la polémique qui est née au moment de votre capture par les talibans. Une première question d'abord, pourquoi ce livre était-il pour vous, Hervé, nécessaire, alors que d'autres otages, Stéphane Taponnier d'abord n'écrit pas de livre, Florence Aubenas, qui elle est écrivain, parce qu'elle écrit des livres, elle n'a même pas écrit de livre sur sa captivité. Alors ça, c'est un choix tout à fait personnel, personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit. La genèse de l'histoire, c'est que déjà, pour ce qui concerne l'Afghanistan, j'écrivais tous les jours, à partir du 3e mois. J'avais négocié. Négocier est un grand mot, parce que quand on n'a rien à donner en contrepartie, on ne négocie pas. On demande, on réclame. On supplie, c'est pas trop mon style, mais bon, au moins on demande, on réclame. Et j'ai obtenu assez rapidement du papier et des stylos, parce que pour écrire, c'est tout bête, mais quand on n'a rien dans une pièce, à part quelques vêtements, eh bien on ne peut pas écrire, parce que nous n'avions plus rien, ni téléphone portable bien entendu, encore que j'ai réussi à le garder 14 jours, après ça devenait ennuyeux, parce qu'il ne servait plus à rien, il n'y avait plus de batterie, et ça aurait été plutôt quelque chose d'ennuyeux, ça aurait pu se retourner contre nous, parce que j'ai essayé de communiquer avec l'extérieur. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, en l'occurrence, régulièrement, du papier et des stylos, parce que les stylos étaient fabriqués en Chine. Alors, on fabrique parfois de bons produits en Chine, mais cela n'était pas terrible. Et au bout de 10-15 feuillets, ils étaient vides. Et en plus, on ne voyait pas qu'ils étaient vides. C'est-à-dire qu'ils restaient toujours noirs, mais il n'y avait plus d'encre dedans. Donc, il faut toujours, quand on est otage, il faut toujours prévoir. C'est-à-dire que dès qu'on entame le stylo numéro 2, il faut prévoir le stylo numéro 3. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça. Et je ne suis jamais tombé en panne, ni de stylo, ni de papier. Donc j'ai écrit 500 feuillets, finalement, 1 par jour. Pour vous donner un exemple, un article moyen dans la presse écrite, dans les journaux qu'on lit chaque jour, c'est entre un feuillet et demi et 3 feuillets pour un long papier. Donc vous voyez, un feuillet, c'est pas non plus un record. Parfois, ça peut être un demi-feuillet, parfois, ça peut être 3 ou 4. Voilà. Juste pour la précision, sachant que vous écriviez et le lendemain, vous corrigiez ce que vous aviez écrit la veille. Oui, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de temps libre à ce moment-là. Donc, en l'occurrence, j'écrivais le matin ce que j'avais vécu la veille et l'après-midi, je corrigeais ce que j'avais écrit l'avant-veille. Voilà. Donc j'avais d'abord un premier jet et ensuite une version corrigée, beaucoup mieux écrite, etc. Hélas, ces 500 feuillets m'ont été volés en 2 fois. Une première fois au 10e mois, au mois d'octobre 2010, on a été enlevé fin décembre, et la seconde fois, juste à la fin, 15 jours avant notre libération. Et donc je me suis retrouvé sans rien, sans journal écrit au quotidien, mais j'ai une mémoire visuelle comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que quand j'écris, je retiens beaucoup mieux. J'ai déjà plutôt une bonne mémoire et je retiens beaucoup mieux. Donc de toute façon, l'écriture, c'était un désir là-bas. Je n'ai pas du tout écrit ce livre comme j'écrivais ce journal au quotidien, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout écrit de manière chronologique, en tout cas pas complètement. Et j'avais déjà un désir d'écrire depuis longtemps, dès 1992, quand j'ai commencé mon métier de journaliste en Croatie puis en Bosnie. J'avais déjà une volonté d'écrire. J'avais écrit une centaine de pages et puis j'ai pas trouvé d'éditeur à l'époque. La Bosnie, on en parlait beaucoup, mais c'était finalement pas si à la mode que ça. Donc c'était un vrai désir profond.
front. Mais ce qui est très étonnant dans le livre, c'est la précision de vos souvenirs, de vos sentiments à certains moments, de description de paysages. C'est très imprimé. Quand vous vivez quelque chose de fort, moi j'ai longuement discuté avec mon père qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui parlait de ça 50 ans après les faits. J'ai longuement parlé avec le père de ma compagne Béatrice qui a fait la guerre d'Algérie. Et il parle de... Ça fait 50 ans lui aussi maintenant. Ils ont des souvenirs, ces hommes-là ont des souvenirs extrêmement précis des lieux, des endroits, des anecdotes, des histoires. Quand vous vivez quelque chose de fort, ça vous imprime le cerveau à jamais, ça c'est sûr. C'était un antidépresseur quelque part aussi. D'écrire oui. Antidépresseur, je ne sais pas parce que je ne suis pas de nature très dépressive, ça a fait du bien parce que, encore une fois, pour revenir à ces deux hommes, ils ressassent des histoires qu'ils n'ont pas pu coucher sur le papier pendant des années, des années, des années. Moi, j'ai la chance de pouvoir écrire, j'ai la chance d'avoir fait ce livre, et je pense que voilà, maintenant c'est sur le papier. Celui qui veut connaître ma vérité la lit. Je n'ai pas devoir, j'ai pas envie de, alors d'un côté de raconter à longueur de journée ce que j'ai vécu là-bas. D'un autre côté, de me justifier parce que nous sommes, Stéphane et moi, souvent obligés de nous justifier pour justement ces questions, mais pourquoi vous êtes allé là-bas sans l'armée française, les histoires de sécurité, etc., dont on parlera bien entendu. Voilà, maintenant c'est écrit, c'est fait, c'est dit. Je vais dire que symboliquement, le 1er janvier prochain, je tourne la page, je commence mon métier de journaliste, je le commence déjà maintenant dans l'équipe d'envoyé spécial et je suis déjà en train de travailler sur un nouveau sujet. Mais vous arrêtez votre vie d'exotage, quoi, quelque sorte. Oui, en même temps, je sais ce que je disais au début, je n'ai pas vocation à être exotage toute ma vie, certes, mais en même temps, je sais que ça va me coller sur le front jusqu'au bout de mes jours, parce que je le sais quand je croise Jean-Louis Normandin, otage, qui travaillait à l'époque, on appelait ça Antenne 2, dans les années 85-86. Jean-Louis, quand je le croisais dans les couloirs, et quand je le croise encore aujourd'hui, parce qu'il est parti à la retraite, oui, même moi, ex-otage, il a le papier collé sur le front, lui aussi ex-otage. 25 ans plus tard. Kaufmann, pareil, Jean-Paul Kaufmann, etc. Donc ça s'estompe, ça ne disparaît à mon avis jamais. En tout cas aux yeux des autres. Alors parlons d'abord de l'Afghanistan et de ce pays, parce que vous dites dès le début du livre, avant d'être enlevé, vous dites « Mais Dieu que c'est beau l'Afghanistan, émerveillé comme un gosse par des paysages qui ont bercé ma jeunesse. Cette fois, ce n'est plus une image sur un écran ou dans un livre, mais la vraie vie. L'Afghanistan, je peux le humer, le palper, l'admirer, ce pays, j'en rêve depuis 25 ans. » Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, je ne vais pas faire une fausse pub. On n'ira pas pour l'instant, je vous rassure. Voilà, non, mais parce qu'il y a le slogan publicitaire qui dit voilà, je l'ai rêvé, machin l'a fait. Je l'ai rêvé, les talibans l'ont fait. Et j'en ai eu pour mon argent, 1 an et demi. Alors là, vraiment, plus un mois de reportage avant, ça fait 19 mois. Mais c'est vrai que même quand on est au fond du trou, sérieusement, et qu'on n'a pas toujours très bon moral, dès qu'on peut voir l'extérieur par un petit bout de meurtrière, c'était pas vraiment une fenêtre, c'était une meurtrière, ou dès qu'on a la chance de sortir même de nuit, parce que c'était quasiment toujours de nuit, sauf 1 ou 2 fois, c'est vrai que c'est un pays merveilleusement beau. Et on avait eu l'occasion de le voir avant, lorsque nous avions tourné, parce que nous avons été enlevés à l'issue d'1 mois de reportage. Stéphane, lui, connaissait beaucoup mieux l'Afghanistan. Ça faisait la 6e fois qu'il venait. La première fois, c'était en 1996. Pour autant, moi, je n'étais pas débutant. Certes, en Afghanistan, mais pas sur d'autres terrains. Mais c'est vrai que c'est un pays extrêmement beau, un des plus beaux du monde. Quand on voit des photos d'Afghanistan, à chaque fois, on reconnaît parce que c'est typique, c'est une typicité, et en plus, ce sont parmi les plus beaux paysages du monde. C'est vrai, c'est parfois lunaire, c'est parfois des oasis très vertes l'été qui contrastent avec cette roche ocre ou beige. Les gens sont beaux, les vieux, les jeunes. Il y a quelque chose, oui, ça vous prend aux tripes. C'est vrai, c'est vrai. Vous le dites d'ailleurs à un moment dans le livre, c'est assez surréaliste parce que vous venez tout juste d'être enlevé. Vous avez dormi, vous avez passé la nuit dehors, c'est votre première nuit à la Belle Étoile là, avec les talibans, et vous dites à la tombée du jour, nous nous arrêtons un long moment, c'est l'heure de la prière, le soleil plonge derrière les montagnes enneigées, elles prennent une couleur légèrement rosée, la lumière est fantastique, les talibans alignés s'agenouillent, ils prient Allah. L'un d'eux chante une sourate du Coran. Instant unique, je m'en souviendrai toute ma vie, extraordinaire au sens plein du terme, malgré les circonstances dramatiques. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'était le 31 décembre 2009, au soir, donc on tournait la page d'une décennie. Je sentais que le début de la décennie 2010 allait être un peu compliqué et pas nécessairement comme je l'avais souhaité. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais, je vous avoue, heureux, pas d'être prisonnier, mais d'être là, en reportage, en Afghanistan.
C'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais que ça allait durer un mois ou deux, voire moins. Alors, on va revenir à ce 30 décembre 2009. Vous êtes en reportage pour le magazine Pièces à Conviction. Vous avez passé plusieurs jours au sein des forces françaises, mais vous souhaitez aller voir un peu plus loin. Vous le dites de cette manière-là, sans filtre militaire, la situation au cœur de cette vallée stratégique pour la coalition gouvernementale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer les lieux? Je crois qu'on a une carte qui se trouve au début du livre et ce qui vont nous permettre de situer l'endroit. Alors, la Capissa, là où l'armée française est depuis 2008, alors l'armée française n'a pas toujours été là, elle est intervenue comme tout le monde fin 2001, souvenez-vous, en Afghanistan, après ce terrible attentat à New York des Twin Towers, des tours jumelles qui se sont effondrées devant le monde entier, en direct à la télévision, et moi je me souviens encore de ces images, et je crois qu'on s'en souvient tous de ces images du fameux 11 septembre dans l'après-midi en France. Moi je me souviens à l'époque, j'avais rendez-vous avec mon directeur de la rédaction, Hervé Brusini, et on devait parler d'une histoire, et elle s'est réglée en 2 minutes, même pas en 30 secondes. Je lui ai dit, je crois que tu as d'autres choses à faire, et je suis sorti du bureau. Bref, la France intervient à minima parce que nous sommes sous Jacques Chirac, qui lui-même assume le passé gaullien et gaulliste de la France, c'est-à-dire qu'on a un pied 3/4 dans l'OTAN, mais quand même un quart un peu à l'extérieur. On est quand même légèrement sur un strapontin, et de toute façon, on n'a pas trop envie de mettre les pieds dans ce bourbier, donc on s'investit à minima avec quelques centaines d'hommes, et on a pour mission la sécurité de Kaboul, qui n'était quand même pas le coin le plus compliqué d'Afghanistan, le plus compliqué étant le sud de l'Afghanistan, et en particulier les 2 fiefs de talibans, le fief de Taliban qui est la province de Kandahar, d'où vient d'ailleurs le fameux Mollah Omar, vous savez, celui qui se barre en mobilette fin 2001, qui revient de temps en temps sur les guignols pour ceux qui regardent, et qui est toujours vivant d'ailleurs, contrairement à Ben Laden, et puis la province d'Helmand. Donc Kaboul, c'était assez relativement en sécurité. D'ailleurs, lorsque nous arrivons, nous, Stéphane et moi, au bout de 8 ans de conflit, à l'époque, il y a 38 morts. 38 morts en 8 ans. Aujourd'hui, on est à 88 morts, plus 50, donc en 3 ans. 38, 8 ans, 50, 3 ans. Vous voyez la différence de dangerosité entre la Capissa et Kaboul. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la Capissa était aux Italiens, donc Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, et là on rentre de nouveau de plein pied dans l'OTAN, et les Américains en contrepartie nous demandent de prendre une zone un peu plus compliquée. Donc on hérite de la Capissa. La Capissa, c'est tout petit, 0,3% de la superficie afghane, 1850 km² sur une superficie de 650 000. 650 000, c'est 20% plus grand que la France. La France, c'est 550, l'Afghanistan, c'est 650. Donc c'est quand même un pays relativement vaste. Mais c'est un lieu stratégique. Mais c'est un lieu stratégique parce que ça fait tampon entre le Pakistan, qui est le fief des talibans, un des fiefs des talibans avec les zones tribales, et la capitale Kaboul. Et c'est aussi stratégique pour une route qu'on appelle l'axe Vermont, et c'était sur cette route que nous allions, parce que cet axe Vermont, on peut dire que c'est un peu comme une francilienne. Ça pourrait être, mais ça ne l'est jamais devenu. C'est-à-dire que les Américains avaient en tête, et ils ont mis 50 millions de dollars pour l'asphalter. Ça, c'était la mission des Américains, payée, comme souvent d'ailleurs. La deuxième mission, c'était les Afghans construire, ce qu'ils ont fait au bout du compte. Après nous, ils ont commencé pendant les années 2008-2009 et ils l'ont terminé en 2010, début 2011. Aujourd'hui, ce ruban est fini d'être asphalté. Donc on peut faire passer des gros convois militaires, des voitures en tout genre, etc. Parce que l'idée des Américains, c'est une idée très Far West, une idée très libérale aussi. Vous construisez un axe routier qui devient un axe économique, avec derrière, donc, viennent se greffer des activités économiques. Et donc les Indiens, en l'occurrence là les talibans, sont marginalisés et sont obligés de quitter cet axe de développement et de s'isoler dans les vallées latérales. Et ça, c'était tout le but des Américains. Premier but, logistique, que tout ce qui vient du Pakistan par le grand port de Karachi, parce qu'il n'y a pas de mer qui borde l'Afghanistan, tout ce qui vient par le grand port de la région au sens large du terme, c'est Karachi, transite par Kaboul. Alors ça fait des nœuds de congestion, des embouteillages à n'en plus finir. Cette ville n'a pas été construite pour ça, elle a encore des routes relativement défoncées. Donc une partie de ce qui part vers le nord, et en particulier vers la grande base américaine de Bagram, c'est 25 000 hommes, c'est un aéroport, on peut dire, international, c'est vraiment une infrastructure de fou qui est partie de rien, qui a été construite en quelques années par les Américains, comme ils savent le faire d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Donc tout le flux de circulation était censé passer par l'axe Vermont et traverser la Capissa. Sauf que la mission de l'armée française, qui était de sécuriser
Cet axe, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, ne s'est jamais réalisé. Et nous en étions les premières preuves, Dieu merci, vivantes. C'est-à-dire que nous avons été pris en otage entre deux bases françaises, celle de Tora et celle de Tagab. Il y en a une au-dessus, c'est Nijrab, sur la route principale de Kapisa, loin des fiefs talibans de la zone, qui sont dans les vallées reculées, et nous, on était la preuve que cet axe n'était pas du tout sécurisé, absolument pas. Donc vous avez fait quelques reportages déjà auparavant, quelques heures de reportage avec les militaires français, donc évidemment difficile d'interviewer la population. Un mois de reportage. Un mois de reportage, donc difficile d'interviewer la population. Depuis le début décembre. Hein. Vous dites que la population parle évidemment pas de la même manière quand les militaires sont là que quand vous êtes seul. Les rares fois où on a pu avoir contact, parce que vous savez, les contacts entre l'armée française et la population locale, quoi qu'on en dise et quoi qu'on dise, l'armée, en tout cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de contact du tout, depuis déjà de nombreux mois, mais à l'époque il y avait soi-disant des contacts, mais c'est rarissime déjà. Et avec nous, c'était encore plus rare, parce qu'on n'était pas de toutes les missions, bien évidemment, on n'a pas le don d'ubiquité. Et quand par chance on va au contact de la population, eh bien on a affaire à des civils afghans, peut-être talibans, peut-être pas. D'ailleurs, c'est pas marqué sur leur tête, hein. Loin de là. Heureusement pour eux, d'ailleurs. Hein. Ils sont très discrets et en même temps infiltrés partout. On a le droit à des gentils sourires béats, parfois des sourires un peu moqueurs, etc. C'est un peu comme si vous faisiez l'interview d'un prisonnier, d'un tolard, avec à votre gauche le gardien de prison et à votre droite le directeur de la prison. Je ne pense pas que le prisonnier en question soit très bavard, ni sur ses conditions de vie, ni sur rien du tout sur la prison. Voilà. Donc, mais ça, c'était de toute façon, nous l'avions prévu déjà avant, en amont. Le fait de vouloir aller sans l'armée française sur cet axe Vermont a été décidé à la rédaction à France Télévisions à Paris, avec mon rédacteur en chef. Moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était une excellente idée pour deux choses. D'abord, il faut aller voir les civils. On ne peut pas aller dans un pays faire un reportage sur 4000 Français là-bas. Évidemment, on ne rencontre pas les 4000, mais en tout cas sur un certain nombre de militaires qui représentent ces 4000, et totalement oublier 30 millions d'Afghans. C'est hélas ce qu'on voit souvent à la télévision française et dans les reportages. C'est-à-dire on est embarqué avec l'armée française, on fait des choses même, oui, assez pointues sur la vie quotidienne de nos soldats, etc. Très bien. Mais ils sont où? Ils sont sur la Lune, ils sont en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, dans la Sarthe. Ben voilà, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de voir l'armée française à l'œuvre. Enfin, on n'est pas dans le même contexte en Irak, en Afghanistan, en Somalie ou en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas très grave de ne pas aller voir a priori, selon certains et même beaucoup, aussi bien des militaires que des non-militaires, que des journalistes. C'est pas très grave d'aller voir le contexte. C'est pas ma manière de voir le journalisme. Donc on est bien d'accord qu'à ce moment-là, vous ne voulez pas aller voir les talibans. Ah mais en aucun cas. Absolument pas. En aucun cas. J'ai assez d'expérience avec ce genre de rébellion, on va dire, pour parler assez neutre, pour avoir côtoyé des Khmers rouges au Cambodge, là pour les avoir filmés pour le coup, ça demande beaucoup de négociations, pour aller voir des gens extrêmement proches de l'IRA ou des milices protestantes à Belfast, en Irlande du Nord. Les talibans, mais c'est des mois et des mois de négociations. Et par exemple, on a fait l'émission qu'on aurait dû normalement diffuser en janvier 2010 et que nous avons finalement fait et diffusé fin novembre 2011, il y a presque un an. Nous avons repris des extraits de reportages de mon éminent confrère, je dis éminent parce qu'il est excellent, qui s'appelle Grégoire Degnaud. Pour la petite histoire, c'est le fils de Jean-François Degnaud, ministre, académicien, etc. Grégoire, c'est un an de préparation avec les talibans. Voir des émissaires, discuter avec eux, aller 3 fois à Kaboul, et encore à la fin, il a failli se faire enlever, à la fin du reportage. Donc c'est des mois et des mois et des mois de négociations. On n'est pas né de la dernière pluie. Donc absolument pas. Uniquement voir des civils. Et en plus, Stéphane m'avait expressément demandé, ce que j'ai d'ailleurs respecté, on ne s'arrêtera pas dans la zone dite sensible de Tagab, parce que c'est là où, a priori, dans la zone, il y a le plus de talibans. Sur l'axe central, évidemment beaucoup plus dans les vallées où on n'allait pas aller. Mais en tout cas, sur cet axe central, là où on pouvait faire de mauvaises rencontres, c'était Tagab et sa région. C'est d'ailleurs là qu'on en a fait. On ne devait absolument pas s'arrêter, s'exposer, parce que dès que vous vous arrêtez, vous stoppez la voiture, vous sortez une caméra, vous prenez du temps pour interviewer les gens, vous discutez avec eux, vous êtes repérés. Donc les interviews se sont faites en amont, dans une zone non talibane, ce qu'on a fait le matin avant notre enlèvement. Elle devait se faire après Tagab en aval, de nouveau dans une zone non talibane.
et la zone de Tagab, traversée en voiture absolument banalisée, je ne voudrais pas faire de pub, mais une Toyota Break blanche couverte de poussière, comme c'est le modèle quasiment unique là-bas, habillée à l'afghane, avec 3 accompagnateurs, un traducteur, un local et un chauffeur. Pourquoi le local ? Pour qu'au moment où on s'arrête, ils puissent regarder et voir s'il n'y a pas de danger potentiel des gens qui nous observent, qui pourraient... Voilà. Sauf que tout simplement, nous sommes tombés sur un checkpoint, c'est-à-dire un poste de contrôle afghan officiel, armée, police, et au sein de ce petit groupe d'une petite dizaine de personnes, un gars infiltré, peut-être pas taliban lui-même, uniquement informateur, qui, par un simple coup de fil, sans fil d'ailleurs, parce que le portable passe. L'Afghanistan est un pays, comme beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde, où on vit dans le Moyen-Âge, mais en même temps, on est à l'ère des nouvelles technologies. Donc, ils peuvent avoir Internet dans un vague bureau, dans un vague village. Ils ont de toute façon le portable. Un coup de fil de l'informateur au petit chef local. Le petit chef local, un coup de fil à une bande de talibans plus haut, justement dans la zone de Tagab. Et là, une embuscade, on se fait arrêter, on se fait prendre, et dès la première seconde, on savait que c'était des talibans. Tout de suite, ah oui, vous le savez. C'est Reza, c'est votre traducteur. Reza s'est retourné vers moi, on était sur la banquette arrière, Stéphane était sur la banquette avant pour me filmer. Comme on ne voulait pas descendre de la voiture, moi je faisais ce qu'on appelle dans notre jargon, ce qui est très simple à comprendre, des plateaux à l'intérieur de la voiture, pour expliquer pourquoi on est en voiture là, pourquoi on a décidé de venir sans l'armée française, pourquoi on roule à ce moment-là, pourquoi on ne s'arrête pas. Pour compléter justement la zone où on ne veut pas s'arrêter, on fait un plateau d'explication. Parce qu'on a la chance de faire un sujet long, 2 heures d'émission, dont 1 heure sur l'armée française, et donc j'ai tout le temps d'expliquer ça. Et après, au montage, on peut évidemment réduire les choses. Et quand on s'est fait arrêter, on va dire violemment, Kalachnikov, etc., enfin une embuscade classique, sans tir. Ce qu'il peut y avoir, embuscade avec tir. Nous, on avait pris l'option sans tir. Donc là, Reza s'est retourné vers moi et avec son anglais d'Oxford m'a dit « big problem ». Et moi, j'ai traduit « taliban ». Donc là, vous savez que vous êtes pris en otage à ce moment-là. Il y a quand même un premier espoir de libération qui vient très très vite, puisqu'on est le 29 janvier, enfin très vite, en tout cas un mois après, pratiquement jour pour jour. Vous avez un coup de fil de la DGSE. Oui, enfin c'est plus compliqué que ça. C'est pas la DGSE qui nous téléphone, c'est nous qui les appelons via les talibans. Ce qui veut dire 2 choses. D'abord, les talibans négocient déjà avec les services français. Et les services français ont bien avancé dans la négociation, mais vous savez, la DGSE, elle ne part pas comme ça, la fleur au fusil, pour négocier. Elle a un ordre. L'ordre, c'est Nicolas Sarkozy, ou François Hollande aujourd'hui. Ça vient de l'Élysée direct, et pas d'un collaborateur de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. C'est le président. Il a quelques boutons qui sont... On parle toujours du bouton nucléaire. Dieu merci, on s'en est jamais servi. Mais il a quelques boutons, par exemple, une opération pour sauver les talibans, c'est pour sauver les otages, que ce soit les otages aux mains des talibans ou aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique aujourd'hui. Le seul qui peut donner l'ordre, c'est le président de la République. Il n'y a pas d'opération militaire sans son ordre formel. Donc, pareil pour la DGSE, elle se met en route pour une négociation qui a dû débuter, à mon avis, vers le 10e jour, parce qu'au début, les talibans font un peu monter la sauce, comme souvent dans ces cas-là. Et effectivement, le 29 janvier au soir, on marche dans la montagne pour changer d'émetteur et pour passer sur l'émetteur GSM de l'autre vallée, pour un peu essayer de tenter de brouiller les pistes, parce que c'est un vrai risque pour les talibans. Ils sont écoutés de partout, il y a des écoutes. Il y a des drones qui passent dans le ciel. Des drones, des écoutes électroniques très très sophistiquées. Ils sont écoutés, vus, filmés partout. Et on n'a jamais été pris pendant 1 an et demi, donc ils sont quand même assez forts. Il faut bien leur reconnaître ça. Et donc j'ai eu un officier, en tout cas un agent de la DGSE, qui était très probablement, il ne me l'a pas dit, basé à Kaboul, parce que tout de suite, le bureau permanent de la DGSE à Kaboul, c'était 3 agents. Dès qu'on a été enlevé, les effectifs ont été gonflés à 10. Donc 7 sont venus de France. Donc tout de suite, il y a eu une prise en charge. Et c'est encore une fois toute l'ambiguïté et la complexité de la personne de Nicolas Sarkozy, président de la République, et aussi personnage complexe. C'est-à-dire, il demande le silence aux familles et aux proches, normal. C'est ce que font tous les présidents, surtout au début de négociation, pas de médiatisation, et ça je peux le comprendre. Ensuite, il nous fait traîner dans la boue, il nous traîne même un peu dans la boue lui-même, mais il met tout de suite la machine en branle, et c'est ce que j'appelle dans le livre d'ailleurs, le président fait le job. Et il le fait bien, et il ne le fait pas moins que les autres.
Nicolas Sarkozy, je crois que ce n'est pas un secret de vous dire que c'était un président hyper actif. Donc quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Donc effectivement, oui. Et là, l'agent de la DGSE me dit, texto au téléphone, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là très rapidement. Et nous, on a un espoir complètement fou pendant quelques jours, puis une semaine, puis en plus, ensuite, ça s'estompe. Résultat des courses, il ne se passe rien. Et pourtant, fin février, donc un mois plus tard de nouveau, donc 2 mois après notre enlèvement, Nicolas Sarkozy téléphone à ma compagne et lui dit ils sont sur le chemin de la liberté, ils sont en route vers une unité afghane régulière, donc vers l'armée régulière. L'info n'était pas bonne. Une info que le président avait eue de nos services secrets, que nos services secrets avaient certainement eu de leurs contacts afghans sur le terrain au plus près de nous, et ça s'est révélé totalement faux, car ce fameux, il faudrait vérifier dans le livre, mais je crois que c'est le 26 février vers 17h30 heure française, eh bien nous, on n'a pas bougé, on est resté exactement dans le même lieu entre le 15 février et le 3 avril. Donc le 26 février, il ne se passe rien, et le président, on lui a dit, il y a une tempête de neige, ils ont dû rebrousser chemin, il n'y a jamais eu de tempête de neige, on n'a jamais bougé ce jour-là, donc mauvaise information, et mauvaise information de la DGSE, parce que ça aussi, ça m'a été confirmé au plus haut niveau de la DGSE. Donc vous voyez, toutes ces négociations, même quand on ne peut pas plus près de la négo quand même, président de la République, et la DGSE, eh bien, même eux peuvent se tromper. Donc vous imaginez quand on lit, qu'on entend gloser sur toutes les affaires d'otages, moi dès que je lis quelque chose là-dessus, ou dès que j'écoute quelque chose, maintenant je m'en méfie comme la peste, parce qu'il y a certainement la moitié de vrai et la moitié de faux, peut-être les 3/4 faux, vous voyez, donc même au plus près, les responsables, les plus hauts responsables sont parfois dans l'erreur. Ouais. La seule faute de Nicolas Sarkozy, et là aussi c'est un de ses défauts récurrents, c'est qu'il a péché par précipitation. Il aurait dû attendre qu'on soit libéré de manière certaine, mais il avait aussi envie d'annoncer cette bonne nouvelle aux familles. Pas publiquement, il ne l'a pas fait d'ailleurs. Cette information n'a pas transpiré dans les médias. Mais en tout cas, il voulait faire plaisir. C'est aussi toute l'ambiguïté du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'il fait ça, mais vraiment à cœur. Et pour ne rien vous cacher, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre de Nicolas Sarkozy qui a lu le livre, parce que je le lui ai envoyé, comme à tous les interlocuteurs que j'ai eus, et il m'a envoyé une lettre extrêmement sensible. Il a parlé de Carla, de sa femme, comment ils nous ont accueillis à Villacoublay, ce que ça leur a fait. Et c'est vrai que c'est un type, voilà, dans toute sa complexité humaine. Oui, c'est assez bizarre. Alors on est dans les premiers jours de votre captivité. Racontez-nous un peu d'abord comment s'organisent vos journées et à quoi ressemble un peu le décor de votre première prison, si je peux appeler ça comme ça. Au début, on a beaucoup bougé. On est resté une première nuit dans une maison, après 5 nuits et de nouveau 5 nuits. Donc les 11 premiers jours, on bouge beaucoup. Ensuite, on est dans une maison pas trop mal. Une partie du mois de janvier, puis après on est dans une maison extrêmement froide, et ensuite je suis séparé de mes compagnons d'infortune, Stéphane et Reza, et là je suis dans un trou noir. Alors ça dépend vraiment des endroits. Alors les endroits sont pas types, ça va de l'archiglauquissime cachot moyenâgeux jusqu'à des pièces toujours extrêmement froides, mais on va pas dire confortables, mais en tout cas vaguement vivable, voilà. Mais c'est vrai que j'ai passé plus de temps dans des cachots froids et humides, voire glaciales, que dans des endroits vaguement vivables. Mais il y a eu un peu de tout. En revanche, après, les journées sont de toute façon toujours très monotones, donc je me suis organisé, et nous sommes organisés de manière quasi militaire. C'est-à-dire, alors très vite, non pas très vite, mais au bout de 3 mois, nous avons eu des radios, parce que là encore, on a négocié, mais ce n'est pas une négociation parce qu'on n'avait rien à donner. Donc on a demandé, réclamé des radios à partir du moment où on savait qu'on allait être séparés. Donc on aurait même pu nos discussions pour nous faire passer le temps. Et donc là, moi j'étais beaucoup sur la BBC parce que je recevais par Radio France Internationale. Stéphane recevait plus RFI, Radio France Internationale. Reza était mieux parce que lui recevait la radio locale, Radio Azadi, très bien informée et supervisée par Voice of America, mais en langue locale. Donc la radio structurait ma journée, c'est-à-dire que j'écoutais 6 heures par jour la radio. Donc 1 heure le matin, 1 heure fin de matinée, 1 heure début d'après-midi, etc. Deux séances d'exercice physique par jour, une demi-heure le matin, une demi-heure en fin d'après-midi.
l'écriture, une demi-heure, 3/4 d'heure le matin, une demi-heure l'après-midi, une petite sieste, parce qu'après tout ce travail quand même, un peu de repos. Et surtout, ne pas décrocher du rythme jour-nuit. Et j'en discutais tout bêtement avec Florence Cassé il y a 2 jours au téléphone, parce que je l'ai eu, elle m'a appelé dans sa prison, parce qu'elle peut le faire. Au Mexique. Elle me disait, elle pareil, elle ne décroche pas du rythme jour-nuit, c'est-à-dire vivre le jour, dormir la nuit. Et c'est vrai que quand on n'a rien à faire, on est tenté parfois de ne plus avoir de rythme. Et il faut absolument se tenir à ce rythme. Le jour, on vit, la nuit, on dort. Autrement, on peut être totalement déboussolé et psychologiquement, ça peut être encore plus compliqué. Et en tout cas, oui, c'est ça, une discipline de fer. Vous faites des étirements, de la gymnastique, enfin, vous Ouais, êtes. des pompes, mais la radio, quand même, c'est très très important. Ah bah oui, pour vous. parce Ça que vous a c'est vraiment le permis fil, de tenir. Ouais. c'est le fil de notre bulle de non-vie à la vraie vie. Et moi, je ne me suis jamais, paradoxalement, tenu aussi informé de tout ce qui se passait de par le monde. D'abord, j'avais le temps d'écouter, j'avais le temps d'analyser, j'avais le temps de comprendre. J'avais des émissions qui étaient... Bon, il y avait les journaux radiophoniques, bon, l'info un peu brute. Et puis après, vos proches aussi. Il y avait des messages des proches. C'est plus tard, beaucoup plus tard. C'est-à-dire pas avant le mois de février. C'est-à-dire ça faisait plus d'1 an. Effectivement, il y a eu à partir de, mais nous on les a reçus tard, mais en tout cas ces bouteilles à la mer ont été lancées après 8 ou 9 mois donc de captivité, et on avait des messages personnels tous les jeudis, heure de Kaboul, enfin heure d'Afghanistan, à 19h27, 3 minutes entre 19h27 et 19h30, et j'ai eu effectivement, et Stéphane aussi, plusieurs, on va dire chacun une douzaine de messages personnels qui étaient soit des très proches, soit des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement, mais qui nous envoyaient, je me souviens de Charles Berling, acteur, je me souviens de Danny Boone, qui faisait une émission sur RFI avec une amie très proche, et ils m'ont envoyé en duo, ils nous ont envoyé avec Stéphane, et Reza d'ailleurs, en duo des messages personnels, et c'est ce que je dis aux familles d'otages, si vous avez l'occasion, grâce à RFI, parce qu'on reçoit très bien RFI en Afrique, et ils sont au Sahel. Si vous avez l'occasion d'envoyer des messages personnels, comme a eu pendant des années Ingrid Betancourt, mais elle, c'était de manière quotidienne, par des radios ou par une radio colombienne, il faut le faire. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on lance des bouteilles à la mer, qu'elles ne vont jamais arriver, mais ces bouteilles, elles arrivent. Et ce grand concert qui a eu au Zénith à Paris fin octobre 2010, moi, je ne l'ai pas entendu, mais j'étais séparé d'avec Stéphane à ce moment-là. Stéphane l'a entendu, m'a envoyé un petit mot, ça tombait bien, les talibans devaient communiquer avec moi pour faire une énième vidéo, et en PS, en bas du petit mot, il me dit il y a eu un concert au Zénith, à peu près 6000 personnes pour nous. Donc déjà, je me dis, s'il y a le Zénith, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une mobilisation de fou, mais je n'imaginais même pas le 10e de ce qui s'est passé en France. C'est complètement ahurissant. Et en même temps, je lui ai renvoyé un petit mot qu'il n'a jamais reçu. Stéphane, encore 1 an de patience, et on fera le Stade de France. Mais on n'a pas attendu jusqu'à là. Ne perdiez pas le sens de l'humour. Je fais juste une parenthèse. Vous écoutez la radio, donc vous apprenez que Ben Laden est assassiné. Enfin, il est assassiné. On apprend, et surtout on l'apprend notre geôlier. Au Pakistan, voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous inquiète quand même à ce moment-là? Moi, oui. Stéphane, non. Reza, je ne savais pas trop. Alors d'abord, on l'entend très tôt le matin. D'abord, c'est Reza qui nous alerte parce que c'est sur la radio Azadi, donc la radio en langue locale, et il nous dit Ben Laden est mort. Mais bon, comme Reza parfois avait une écoute un peu distraite de la radio, je lui dis t'es sûr, attends le prochain flash. Et effectivement, ça se confirme. Donc tué là-bas à Abbottabad, à côté de l'académie militaire, au Pakistan. Et là, notre geôlier arrive pour nous distribuer un quignon de pain et 3 bricoles le matin, et on lui apprend que Ben Laden est mort. Et là, le gars incrédule, non, c'est de la propagande américaine, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Il sort, et par la petite fenêtre, je le vois dehors avec sa radio, et je le vois zapper toute la journée, passer d'une radio à l'autre, assez inquiet. Le soir, il revient vers 18h, il s'assoit sur notre paillasse, le dos contre le mur, je le verrai toujours, et il dit à Reza, j'ai l'impression d'avoir perdu mon père. Bon, et moi, très bien, on va verser sa petite larme. Et puis ensuite, je lui dis, mais ça a une conséquence pour nous ou pas? Stéphane affirmait que non, moi j'étais très inquiet. Et le taliban en question, Zahed, pour ne pas le nommer, dont je parle dans le livre, dit, non. Eux, c'est eux, sous-entendu Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda. Nous, les talibans d'Afghanistan, c'est nous. Ça n'a aucune espèce de lien.
Moi, j'ai beaucoup douté, d'autant qu'après, on a appris que les talibans avaient fait des attentats au Pakistan en rétorsion, par mesure de rétorsion, voilà, après la mort de Ben Laden, mais c'était d'autres factions talibanes, parce que les talibans ne sont pas une et même faction, il y a plusieurs factions, déjà au Pakistan, et celles d'Afghanistan ne sont pas celles du Pakistan, même si elles ont des liens, ce sont des branches cousines, parfois sœurs, mais ce sont des branches différentes, souvent plus dures d'ailleurs au Pakistan, mais pas toujours. Ça ne va pas nécessairement dans le sens de la dureté des opérations, des attentats suicides, etc. Il y a aussi d'autres liens politiques. Et ceux d'Afghanistan sont un peu plus indépendants d'Al-Qaïda, même relativement indépendants. Et donc, c'est vrai qu'au final, après vérification, après recoupement d'informations, aussi bien côté français, donc que côté taliban à l'époque, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lien, absolument pas de lien entre l'assassinat de Ben Laden, on va dire, par les Américains, et nous. Alors, pour parler des conditions de détention, je vais dire que 2 passages de votre livre. Vous racontez le lieu où vous trouvez, ni une chambre, ni une cellule, même pas une étable ou une bergerie, mais une pièce étrange avec au sol des pierres qui semblent avoir été jetées là pêle-mêle. Il est absolument impossible de se tenir debout normalement. Aucun homme, aucun animal ne peut décemment vivre dans ces conditions. Dans un coin, un petit espace fraîchement terrassé, une affreuse paillasse posée au sol. Mon nouveau gardien me lance une vieille couverture poussiéreuse. Ce type a une sale gueule vraiment antipathique. Je lui trouve tout de suite un surnom, Thénardier. C'est vrai que vous avez un prénom d'ailleurs, un surnom pour tous vos geôliers. Et puis alors il y a cette pièce où vous arrivez un jour, c'est qu'il fait froid dans le dos, vous vous retrouvez dans une cour très très longue, très étroite, vous dites il y a un énorme chien, quelques poules dans un coin, vous allez au fond, la dernière porte est ouverte, elle est très basse, vous devez vous plier en deux pour pénétrer dans une pièce méchamment éclairée par un néon aveuglant. Vous aurez qu'à compter la suite. Oui, c'est là où il y a je ne sais plus combien de mouches, quelques milliers de mouches. Vous entendez un bruit assourdissant. Oui, c'est-à-dire je rentre. Alors les mouches que je ne savais pas, ça marche à l'électricité. C'est-à-dire que le néon est allumé, parce qu'ils ont un peu d'électricité dans les villages, parce qu'ils ont pour le contexte, pas partout, pas dans toutes les maisons et pas dans tous les villages, mais ils ont des petites centrales hydrauliques, une espèce de grosse dynamo qui marche avec les torrents du coin, et qui fournissent quelques heures par soir, j'ai envie de dire, de l'électricité. En gros, de 19h à 22h, quoi, mais pas partout. Donc ce néon blafard, un bruit assourdissant de mouches, je ne sais pas, le plafond était couvert de 5 cm de mouches, donc il y avait des milliers de mouches qui font un bruit de Mirage 2000 au décollage, franchement c'est assourdissant. Et alors, moi, je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester là-dedans. Et le taliban, un certain Drana, qui n'était pas un ami très proche, le toxique, me dit, non, mais tu verras. Alors d'abord, quand même, je négocie encore une fois, je demande, je réclame une protection, donc il me donne comme une moustiquaire, comme dans les pays tropicaux, donc qui déjà vous protège des attaques des mouches, ce qui n'est pas si mal. Il me l'a confisqué d'ailleurs 15 jours après parce qu'on a une grosse dispute, j'ai failli l'emplâtrer. Oui, j'ai vraiment failli. Et il éteint la lumière. Et les mouches, en une seconde, ne font plus de bruit. Comme si on les débranchait. Et elle fonctionne à la lumière. Le problème, c'est qu'elle fonctionne aussi à la lumière naturelle. Et comme fin juin, parce que nous étions fin juin, le jour là-bas se lève vers 3h30 du matin parce qu'ils sont à l'heure pile du soleil, nous on est à heure du soleil plus 2. Donc ici, fin juin, il commence à faire jour vers 5h30 du matin. Là-bas, c'est 3h30 du matin parce qu'on est vraiment à l'heure du soleil. Donc à 3h30, 4h du matin, d'abord, elle commence à faire beaucoup de bruit. Et ensuite, si vous n'avez pas de tissu protecteur de moustiquaire, elle vous attaque. Enfin, elle vous attaque, elle se pose sur vous. Voilà. Donc c'est absolument invivable. Voilà. Après, on se débrouille. J'en ai tué beaucoup. Alors j'ai des records. J'ai 200 mouches. Vous comptez les mouches par jour. On avait quand même beaucoup évacué par la porte, par la petite fenêtre, etc. Mais il en reste toujours 200-300 en moyenne dans 14 mètres carrés. Donc oui, je fais des cartons incroyables. Vous arrivez à avoir de l'humour aussi dans le livre. Vous dites l'otage consomme peu d'eau et peu d'espace. Il a un bilan carbone excellent, écologiquement parfait. Alors ce qui est assez presque insupportable à la lecture, parce qu'on vit avec vous ces incessants déménagements, ça c'est vous bougez tout le temps et vous marchez à chaque fois. Tout le temps à certaines périodes et pas à d'autres périodes. Moins d'autres, ouais. Le record c'est 5 mois et demi dans la même pièce, enfin dans la même maison, 4 mois et demi et 1 mois dans la pièce contiguë, chez Drana justement, donc la pièce aux mouches, 4 mois et demi, et juste à côté 1 mois. Pourquoi me changer de place? Bon.
histoires d'organisation familiale qui ne sont pas très intéressantes à raconter. Et une nuit, parfois 5 jours. On a beaucoup bougé au début parce que l'obsession des talibans, c'est ils sont paranoïaques d'otages, ils sont paranoïaques, ne pas se faire repiquer les otages. Donc ils n'avaient pas assez d'infrastructures et ils n'avaient pas assez de logistique pour nous permettre d'être dans 3 maisons différentes, c'est-à-dire Stéphane dans une, Reza dans une autre et moi dans une autre, parce que si vous êtes séparés, il faut 3 opérations militaires menées par les Français, pas par les Afghans, il ne faut pas rêver, 3 opérations militaires au même moment qui réussissent. Et ça, c'est quasiment impossible à faire. Déjà, une, c'est presque mission impossible, alors 3. Alors c'est vrai que pour autant, parfois on était 3, parfois on était 2, et 1, et parfois on était 1 plus 1 plus 1, mais il n'avait pas suffisamment de maisons pour nous abriter tous. Pourquoi ? Parce qu'il faut des maisons qui aient une pièce complètement close au sein d'une famille, mais hors de la famille, avec 0 contact, et en particulier avec les femmes. Ça, c'est une première chose. Des familles qui nous accueillent, qui sont des familles d'accueil, donc. Vous appelez des malgré lui, d'ailleurs. Alors, ça dépend lesquelles. Il y avait soit des familles de talibans directs, par exemple chez Drana, mais il y avait aussi des familles qui étaient des malgré eux, qui avaient des dettes envers les talibans, dettes morales ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est déjà une confiance moins bonne pour les talibans, parce que les villages ne sont pas entièrement, évidemment, à la cause des talibans. Il y a certainement des gens qui sont contre les talibans dans les villages, et la peur des talibans, c'est d'être dénoncé. Alors, il n'y a pas de poste de police sur place, il n'y a pas de poste militaire sur place, il faut faire 25 km, mais voilà, on a vu des blancs, c'est pas normal, je pense que c'est des otages. Donc, ils avaient une peur panique, vraiment une phobie qu'on soit vu, entrevu, donc soit ils nous bougeaient, et quand ils nous bougeaient, c'était à 95% toujours la nuit. Donc des marches forcées en pleine montagne, sans lampe de poche, parfois par la lune noire. Dans un relief terrible. Dans un relief terrible, digne des Hautes-Alpes, mais au plus haut. Vous avez même failli mourir lors d'une marche. Ouais, j'ai failli prendre 25 mètres de vol. Ouais. C'est un taliban d'ailleurs qui vous a sauvé. Oui, parce que vous savez, le problème c'est que s'il se retrouve avec moi en 1000 morceaux en bas, soit j'étais blessé, il était très très ennuyé, soit j'étais mort, il était encore plus ennuyé. Vous ne valez plus rien. On casse pas la tirelire. C'est ça. Mais vous dites quand même que ces changements incessants de lieu sont très déstabilisants pour le psychisme en fait. Oui, mais c'est ce que ça disent vous bouscule en fait le quotidien. C'est le grand problème des détenus en France d'ailleurs, c'est que les détenus dits dangereux, etc., ou même pas dangereux, ou plus ou moins dangereux, sont souvent bougés de prison, souvent les longues peines d'ailleurs. Et ça les déstabilise complètement parce que bizarrement, le cerveau humain se crée un quotidien, même dans une pièce sordide, des repères, etc. Et dès qu'on est bougé, eh bien, il faut plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines pour reprendre ses repères. Donc quand on reste 1 semaine, on n'a pas le temps de les prendre. Quand on reste 4 mois et demi, on a le temps de les prendre. Mais on les prend tellement que dès qu'on est bougé, eh bien, il faut, au plus on reste de temps dans une pièce, au plus il faut de temps pour se réadapter ailleurs. Et ça paraît anodin pour nous qui ne cesserons de bouger, quoi qu'on a un chez soi, etc. C'est un peu comme si vous changez de maison et il vous fallait déménager tous les mois, dans la vie normale. Mais là, rapporté à une vie carcérale, si j'ose dire, c'est 10 fois pire. Vous avez eu peur, vous racontez à un moment donné, d'être liquidé. C'est-à-dire, à des moments, c'est même vous qui êtes paranoïaque. C'est-à-dire qu'à priori, il n'y a pas de raison qui vous tire dessus. Mais déjà le jour où on est séparés, en l'occurrence mi-avril après 3 mois et demi, où finalement là chacun se retrouve seul, Reza d'un côté, Stéphane et moi je suis emmené dans une autre vallée, et là j'ai la sensation qu'ils vont m'exécuter dans un coin de la montagne, et je me fais un film, parce qu'on part en voiture, et puis ensuite je laisse mon sac plastique dans la voiture, et on continue à pied. Je ne comprends pas pourquoi je ne prends pas mon petit sac, ma seule richesse. Je me dis, cette voiture ne va pas nous suivre, on descend de la voiture. Et pourquoi je dois laisser mon sac ? Pour ne pas être encombré. Est-ce que je vais être exécuté ? Oui, je vais être exécuté. Et finalement, au bout d'une demi-heure, la voiture nous rejoint. Pourquoi on a fait 3 km à pied ou 4 km à pied ? Je n'en sais toujours rien aujourd'hui. Est-ce que c'était une zone sensible ? Je n'ai toujours pas compris. Parfois, la logique des talibans n'est pas la logique du prisonnier. Mais en tout cas, oui, ce jour-là, j'ai eu extrêmement peur. Ensuite, je m'en veux. Après, je me dis que de toute façon, ils ne me tueront pas comme un lapin, que je me débattrai, que je leur casserai la gueule, etc. Un délire. Mais Dieu merci, ça se termine assez vite, mais c'est très violent. Ouais.
Dans la tête, en Dans la l'occurrence. tête, ouais, vous le racontez très bien d'ailleurs. Il y a d'autres moments, effectivement, où vous tombez dans la dépression, vous Ben, sanglotez, c'est-à-dire que vous tenez très fort. oui, c'est 3 semaines après, parce que là, à ce moment-là, enfin, quand on est séparés, bon, il y a cette peur, mais qui dure très peu, très violente, mais très courte. Ensuite, il y a un espoir d'être libéré dans les 3 semaines, parce qu'un commandant taliban nous promet que tout ça va se terminer dans les 3 semaines. Et je me souviens encore, le 2 mai 2010, on nous dit les négociations échouent. Mozakrat, négociation khalas, donc khalas, terminé, échoué, c'est un mot arabe d'ailleurs. Et là, je me dis, on est parti pour un sacré bon bout de temps. Et là, je suis dans cette fameuse pièce sordide chez Thénardier, où on ne peut même pas poser un pas devant l'autre. Voilà. Et là, pendant 2 mois, c'est la période où je sais que ça va durer longtemps et où je n'accepte pas encore la détention. Ensuite, à partir de juillet, au 7e mois, j'accepte la détention, je m'organise en conséquence et je sais que ça va durer longtemps. Et j'ai bien raison parce que ça va durer 1 an de plus. Je sanglote, je gémis doucement, mon ventre tremble et j'ai l'impression d'expulser des litres de larmes, toutes ces larmes contenues depuis trop longtemps. Je ne voulais pas pleurer, c'est indigne, je suis un homme, je dois assumer, finalement je craque, je suis mouillé comme une loque. 5 mois à vouloir tenir dignement, quoi qu'il arrive, pour en arriver à ce pitoyable résultat. Je me déteste, je ne suis plus rien, un pantin vautré sur sa minable paillasse, je suis vaincu, la dépression a gagné, elle me terrasse. Après coup, je suis soulagé d'avoir pleuré. Je me sens presque détendu, comme si une soupape avait évité que le moteur n'explose. Puis, avec les heures qui passent, je sens la pression remonter. Je tente de la refouler, mais elle est bien plus forte que moi. Le stress, peu à peu, reprend ses droits. Et je craque à nouveau au petit matin, comme la première fois. Désormais, tous les 2 ou 3 jours, je fonds en larmes comme un gosse. Parfois, je pleure doucement et longtemps. Parfois, j'ai mal et je hurle comme un damné. Un jour, j'ai même imploré le Seigneur, moi qui ne suis pas croyant. Je me suis entendu dire, mon Dieu, faites quelque chose, je n'en peux plus, je n'ai rien fait de mal. Je suis innocent, pourquoi toute cette douleur? Je vous demande pitié, sauvez-moi, mon Dieu, sauvez-moi. Et j'ai compris, l'espace d'un instant, le désespoir de Jésus sur la croix et son appel au Père. Je voudrais qu'on parle quand même des relations avant d'arriver à votre libération avec vos co-détenus, détenus avec Stéphane Taponnier et Reza. Il y a des moments où on sent que les tensions sont quand même très très fortes. Il y a même un moment où vous avez envie de vous évader. Oui, ça c'est vite ça. Vous savez, on peut être les meilleurs amis du monde. Si on nous enferme, nous tous les deux, on ne se connaît pas, mais on pourrait être aussi les meilleurs amis du monde. Si on vous enferme, alors pas 547 jours, parce que j'ai eu des moments seuls, mais des mois et des mois dans la même pièce, même si on bouge de temps en temps, sans avoir l'espoir de sortir tout de suite, oui, il y a un moment, tout est démultiplié. Ça, c'est évident. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être plus compliqué si on se connaît bien. Et avec Stéphane, on ne se connaissait pas nécessairement très bien. Et vous savez, en 1 an et demi, il y a eu 3 moments de tension. C'est rien. C'est rien. Mais pourquoi? Parce que je suis tombé. Et avec Reza, 1 ou 2, mais bon, Reza, de toute façon, c'est tellement un homme extraordinaire et d'une bonté incroyable. Et Stéphane est aussi d'une bonté, mais d'un autre style, beaucoup plus froid, beaucoup plus dur, muré dans son silence. Je le raconte, c'est pas un secret d'ailleurs, c'est un secret ni pour lui, ni pour moi. Et lui s'est protégé aussi par le silence, en étant dans cette bulle. Moi, je lui dis même, tu es un autiste. Je sais pas. C'est pas un secret là non plus, c'est écrit dans ce livre. Voilà, après on fait ce qu'on peut, quoi. Mais moi je dis au bout du compte, au final, après, avec plus d'1 an de recul, j'ai eu de la chance de tomber sur ces 2 types, de tomber sur Stéphane qui est vraiment super costaud, parce que j'imagine un mec qui craque tous les 4 matins et on doit déjà se porter soi et porter un autre. C'est doublement compliqué, ça n'a jamais été le cas, jamais. Et avec Reza non plus, au début, il a un peu craqué, etc. Et très vite, il s'est ressaisi. Et évidemment, il nous a été à tout niveau d'une utilité incroyable. Évidemment, sa première mission, c'était de traduire quand on avait des contacts avec les talibans. Mais ça a été aussi de me raconter des tas d'histoires, des tas de choses sur l'Afghanistan. J'ai beaucoup appris sur l'Afghanistan grâce à lui, même si on ne pouvait pas sortir à travers ce petit bout de la lorgnette. Mais oui, bien sûr, surtout au plus ça allait, au plus je lui posais de questions. Et comme Reza est un grand bavard, voilà quoi. On comprend dans le livre. On ne va pas insister trop longtemps parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire sur la libération, mais on vous le dit dans le livre, ça s'est négocié au plus haut niveau avec le président Karzai en Afghanistan. Oui, mais c'est souvent le cas. C'est toujours le cas. Les talibans demandent au départ la libération d'une centaine de prisonniers. 100 prisonniers. Ils demandent 3 choses. Une chose infaisable pour les Français, partir d'Afghanistan tout de suite. Bon, alors ça demande toujours beaucoup, forcément. Oui, bon, ça ils ont oublié, mais enfin ils ont quand même mis au moins 2-3 mois à oublier. Ensuite, deuxième chose, 100 prisonniers.
talibans qui ont été faits prisonniers, soit lors de combats contre les Français, les Américains, mais aussi à l'issue d'opérations qui ont pu, en tout cas aux yeux des talibans, échouer. Donc là, il y a des arrestations, etc. Mais souvent des gros bonnets quand même. Ils en ont obtenu 2 à la fin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les Français qui ont les prisonniers en main. Ce sont les Américains. Les Américains, ça a été non tout de suite. Rien. Pas un. C'est même pas la peine de discuter. C'est perte de temps. Donc, ça a été la réponse des Américains, parce que les Américains, à l'époque, avaient 2 soldats aux mains des talibans. Donc, ils voulaient déjà rien savoir pour leurs 2 soldats, vous imaginez, pour 2 journalistes français. Et après, c'était une discussion avec les Afghans, qui, évidemment, ont déjà beaucoup de mal à les arrêter, les talibans, et n'ont pas libéré, et ne voulaient pas libérer de talibans de gaieté de cœur. Et puis l'argent, Sarkozy, il l'a dit aux familles, il me l'a dit, l'argent on sait faire. Alors on sait faire, ça ne veut pas dire la masse d'argent. Ouais. Ça veut dire l'argent on sait négocier, au meilleur prix, évidemment. Et en l'occurrence, les talibans demandaient 10 millions d'euros. En tout cas, on n'a jamais su si c'était dollars ou euros. Il y avait une belle différence à l'époque. Hein. Il y avait quasiment 25% d'écart. Et en l'occurrence, d'après ce que je sais, alors source talibane, c'est toujours très compliqué. Source talibane, c'est 4 millions d'euros, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu passer pour des cons au bout d'1 an et demi. Je pense que c'est beaucoup moins que ça. Source française, ce serait moins d'1 million d'euros, plus crédible. C'est pas beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Alors, 1 million d'euros, attention, hein, moi je serais bien content de les avoir, et en ces temps de crise économique, c'est quand même une grosse somme. Mais ce n'est pas les délires que j'ai pu entendre ou lire dans la presse. Et juste pour avoir un ordre d'idée, l'opération française depuis 2008 nous coûte 470 millions d'euros par an. Donc quand on fait la division par 365 jours, on est à 1 200 000 euros par jour. Ça, c'est les 4 dernières années. Les 8 autres, c'était moins. À peu près 800 000 euros. Donc si vous faites 800 000, 1 million d'euros, on va dire, allez, une moyenne d'1 million d'euros par jour, 11 ans, on en est donc à combien ? À 4 000 jours et des poussières ? Un peu plus de 4 milliards d'euros. Pourquoi ? Pour un échec total, sur toute la ligne. Et 88 morts français. Il ne faut jamais les oublier, cela. Jamais, jamais, jamais. On leur a demandé une mission impossible. Je dis on, la nation. Les différents présidents de la République qui se sont succédés. On pouvait peut-être ne pas intervenir après le 11 septembre 2001, mais en tout cas, voilà, ça a été un échec total. Oui, pour les ça, Français, ça le sera. Pour les Britanniques, pour les Américains. Enfin, ça, ils avaient oublié d'ouvrir leur bouquin d'histoire avant, et en particulier M. George Bush. Les Soviétiques sont restés 10 ans, sont repartis avec un échec terrible. Ils étaient 500 000. 500 000, et ça a été un traumatisme. Ça a été le Vietnam des Russes. Les Anglais, au plus fort de leur puissance, dans les années 1850-1860, n'ont pas réussi à pacifier l'Afghanistan. On dit même que Gengis Khan aurait échoué. Donc vous imaginez, l'OTAN n'a pas fait mieux, loin de là. À la fin, la vérité, il faut le dire, c'est que gagner une guerre en Afghanistan, c'est impossible. Vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises. D'ailleurs, quand vous marchez dans les montagnes avec eux, vous dites... Si je pouvais me tromper, hélas... Alors, quelques heures avant votre libération, vous racontez comment ça se passe. Il y a d'ailleurs des scènes absolument surréalistes. Vous avez pris votre douche tous les 3, on vous habille, et là, les talibans... Ça, c'est le dernier jour, oui. Le dernier jour, les talibans arrivent, vous disent on va faire une vidéo. C'est une sorte de questionnaire de satisfaction de votre séjour. Exactement. C'est remboursé, je ne sais pas, ou satisfait. C'est ça, oui. On vous dit, parlez-nous de votre captivité pour le chef taliban. Oui, c'est ça, de savoir si ça avait été. Alors j'ai quand même donné un coup de pied de l'âne à Drana, qui était là, parce qu'il nous a suivis. Ouais. Drana dit le toxique de A à Z, et sans le nommer, parce que je dis, on va quand même pas non plus, on ne sait jamais s'il prend la mouche, il serait capable de nous retenir un peu plus longtemps. Donc sans le nommer, mais tous les autres avaient compris que c'était lui. Mais lui, apparemment, était le frère d'un des chefs du coin. Donc sans le nommer, je lui ai quand même donné un petit coup de pied de l'âne. Mais bon, en gros, on est resté assez vague sur le questionnaire de satisfaction. Et après, au-delà de ça, alors il y a eu ça, cette vidéo, et ensuite on a été amené à quelques kilomètres, enfin on a fait un grand tour pour brouiller les pistes, ou pour faire semblant de brouiller les pistes. Et on n'a pas été rendu à des Français, on a été rendu à des émissaires afghans, donc qui étaient envoyés par les Français, mais en tout cas pas directement à des Français. Et là, tous les talibans du coin, en tout cas les chefs, les sous-chefs sont là. On serre la main à tout le monde, ou alors l'accolade à l'afghane, voilà, embrassade, etc. Et le chef local, ou en tout cas un de ses représentants, parce que je ne pense pas que c'était le chef directement, qui n'aurait pas pris ce risque de venir là comme ça, quasiment à découvert, en disant, voilà, dites bien l'opinion publique mondiale, dites bien l'opinion publique française que nous sommes des résistants, que nous ne sommes pas des tueurs, que nous ne sommes pas des gens qui faisons n'importe quoi et qui tuons à l'aveugle.
ce qui reste franchement prouvé. Et vous le direz, vous vous inquiétez pas, on le dira, pas de problème. On n'était pas contrariés ce jour-là. Alors, il y a quand même un peu l'angoisse, vous dites, de ce que vous allez trouver en France. C'est les quelques heures avant d'arriver en France. Déjà, moi, j'étais très inquiet. Alors, bon, j'ai eu ma compagne Béatrice. Je savais qu'elle tiendrait le coup, etc. Même si ça a été très dur et très compliqué pour elle. J'étais très inquiet pour ma mère. Je vous avoue que je me suis posé la question plus d'une fois de savoir si elle était vivante ou 84 ans, c'est ça? Elle avait à l'époque, 84 ans. Elle va en avoir 86 là dans quelques jours. Voilà, elle a dû être placée dans une maison de retraite. Elle a beaucoup somatisé à l'époque. Elle a dû être placée en maison de retraite. Elle n'était plus autonome à la maison. Oui, voilà. Et puis savoir ce qui s'était passé en France. On n'était pas du tout au courant de cette polémique non plus. Donc on a découvert tout ça. La mobilisation non plus, vous imaginez? Alors là, on n'imaginait pas une seule seconde. Là, c'était un truc de fou. Et j'en apprends encore tous les jours. Encore tout à l'heure. Enfin, je me doutais bien, mais le club de la presse ici au Mans. Et quand on va ailleurs, ou Stéphane ou moi, ou les deux en même temps, mais c'est complètement incroyable. Du niveau, je vais dire, le plus national au niveau le plus local. Et c'est ça qui fait aussi la force d'une nation, quelque part. Et je dirais, comme vous le disiez tout à l'heure, on a encore 8 otages, pas 6, mais 8 otages français, sans compter tous les otages qui sont dans le monde, hélas. Donc il y en a 6 aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En ce moment, ça bouge beaucoup. Le président Hollande a reçu les familles. On a un otage agent de la DGSE en Somalie, lui, ça fait 3 ans. On a vu en vidéo il y a pas longtemps. Ceux d'AQMI, c'est 2 ans pour les uns, près d'un an pour les autres. Et vous ne trouvez pas que les employeurs de ces personnes sont quand même extrêmement... On va y venir. Et un franco-mexicain aux mains de gangs de la drogue au Mexique. Un cas encore plus complexe, parce que lui, il est franco-mexicain et il a eu sa naturalisation il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, ça y est, les autorités françaises, semble-t-il, prennent le cas en charge, parce qu'il y a aussi une médiatisation. Oui, Vinci, oui, Areva et leurs filiales, c'est-à-dire les employeurs des 4, Larib, Legrand, etc., sont totalement muets, aux abonnés absents. C'est terrible. C'est-à-dire que nous, notre employeur, au début, France Télévisions était un peu timoré, un peu timide, et je le dis d'ailleurs, c'est pas un secret. Mais n'empêche qu'après, ça a été la grosse artillerie, ça a été nos photos tous les jours, dans tous les journaux télévisés, 2 fois par jour. Ça joue? Oui, alors voilà, mais ça joue bien sûr, mais souvent, nous, on nous dit, ah oui, pour les journalistes, il y a une mobilisation dingue, et pour les non-journalistes, il n'y a pas de mobilisation. C'est plus compliqué que ça. D'abord, la mobilisation qu'on commence. J'ai eu hier soir le père d'un des otages, monsieur Jean-Pierre Verdon, qui a 83 ans et dont le fils, c'est Verdon et Lazarevitch. C'est pas la bande, c'est pas le groupe Areva Vinci, c'est les 2 autres qui étaient des travailleurs indépendants qui travaillaient eux aussi sur les mines, etc., mais de manière indépendante. Monsieur Verdon venait d'être reçu par le président Hollande. Il dit, c'est sûr, il nous a pas menti de manière évidente. Il prend les choses très au sérieux, à cœur. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied. La situation est très complexe et mouvante dans le Nord Mali en ce moment, encore plus complexe peut-être en ce moment que nous lorsqu'on était en Afghanistan. Mais un moment, surtout pour les 4 d'Areva et de Vinci, les familles, convaincues par les entreprises, Areva et Vinci ou leurs filiales, convaincues par le Quai d'Orsay, convaincus d'une manière ou d'une autre par l'Élysée qu'il ne fallait pas médiatiser, ne voulaient pas médiatiser. Et combien de mes confrères journalistes m'ont appelé en me disant, toi qui les connais mieux parce que tu as un lien privilégié avec eux vu ton ancienne situation, tu peux les appeler. Je les ai appelés, je les ai convaincus, j'ai même fait des discours en public devant eux pour dire, maintenant médiatiser, c'est maintenant ou jamais. Il y a 1 mois en région parisienne, ça y est, ils commencent tout doucement, encore trop timidement à mon avis, à bouger. Mais là, ça devenait fou, c'est-à-dire que ce n'est pas les journalistes qui ne voulaient pas médiatiser, c'est les familles qui n'étaient pas encore convaincues de l'utilité de médiatiser. Mais votre amie vous-même, d'ailleurs, Béatrice, n'était pas convaincue de la nécessité de cette médiatisation. Elle n'était pas jusqu'au bout. Je pense qu'elle a un peu changé d'avis maintenant. Mais combien d'heures de discussion avec elle? Mais après, le débat sur la médiatisation, beaucoup de gens disent il n'est pas tranché. Moi, je dis le début, les 2, 3, allez, éventuellement 4 premiers mois, ok, discrétion, des retournements de situation possibles. On l'a vu avec le coup de téléphone de Nicolas Sarkozy au bout de 2 mois, etc. Mais vous savez, quand ça s'embourbe pendant plus de 2 ans, 1 an, 2 ans,
Le cas de l'agent de la DGSE étant quand même un cas très particulier, bien entendu, mais si on prend déjà Al-Qaïda au Maghreb islamique, là, je veux dire, on n'en est plus à un retournement de situation. Il n'y aura pas de retournement de situation miracle. Ce sont des négociations qui prennent énormément de temps. Et vous savez, nous, qui a mis fin à la période de non-médiatisation ? Les talibans. Les talibans. Ils nous ont fait dire, je crois que vous avez la vidéo d'ailleurs, alors je ne sais pas si on la verra ce soir, c'est eux qui nous ont fait dire par notre propre bouche, à Stéphane et à moi, si cette deuxième vidéo, parce qu'il y en avait une première au bout d'un mois en janvier, si cette deuxième vidéo n'est pas diffusée, nous exécuterons les otages. Un point, c'est tout. À partir de là, France Télévisions a dit, là maintenant il faut diffuser, quoi. Eh bien, on va pas voir cette vidéo. Je crois qu'on l'a, cette vidéo. Alors l'image est de mauvaise qualité, mais c'est la version originale. C'est le problème du caméraman taliban, c'est qu'il n'est pas toujours très bon. Non, l'image est un peu bien. Me demande de vous envoyer ce message. Ce sera le dernier message. Si toutefois leurs exigences ne sont pas satisfaites, nous serons exécutés. Donc, ils demandent à ce que toutes leurs exigences soient satisfaites, ce qui n'a pas été le cas selon eux lorsqu'ils vous ont donné leurs exigences. Deuxièmement, les précédentes interviews n'ont pas été diffusées sur les chaînes françaises, paraît-il, sur ordre du gouvernement français. Maintenant, les talibans demandent, exigent que cette interview soit diffusée sur les chaînes françaises. Enfin, je demande au président de la République, au gouvernement français, à ma chaîne de télévision, au groupe France 3, au groupe France Télévisions, de vraiment prêter attention à ce message. Nous sommes désormais en danger de mort. Les talibans viennent de nous le dire. C'est la dernière fois que nous parlerons dans une vidéo. Je le répète, si toutes les exigences des talibans ne sont pas exaucées, eh bien nous serons exécutés. Voilà, c'est le message, le dernier message qu'ils veulent faire passer au gouvernement français, parce qu'ils affirment que toutes les négociations ont échoué depuis 3 mois et que, je le répète, nous sommes désormais en danger de mort. Là, vous prenez ce ton-là, effectivement très inquiet, parce que vous l'êtes vraiment ou parce que c'est le message qu'on vous a demandé de transmettre ? Oui, encore que je dis des paraît-il, des machins, je mets encore des petits bémols parce qu'il y a toujours mon réflexe journalistique qui revient derrière. Je ne veux pas être le porte-parole des talibans, même si je suis un peu contraint et forcé. C'est tout le problème. Moi, je suis incapable de dire s'ils allaient... Bon, c'est exécuté réellement ou pas. Voilà. Bon, on ne saura jamais de toute façon, parce que cette vidéo, à minima, après ils n'ont pas exaucé tous les vœux des talibans, les Français, ça je le savais d'avance. Mais en l'occurrence, cette vidéo a été diffusée, ça c'était le minimum. Donc je ne sais pas, au final, si les Français avaient dit non, on ne diffusera pas, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez, ce qu'ils auraient pu faire. Ce qu'auraient peut-être fait les Britanniques d'ailleurs, ou les Américains qui ont une autre approche des choses. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Je n'en sais rien. Et à la limite, je ne veux pas le savoir. On n'a pas la même vision des choses dans les pays, on va dire, latins, France, Espagne, Italie, que les Anglais ou les Américains. Ça, c'est sûr. Les Anglais et les Américains essayent aussi de faire des opérations qui souvent échouent aussi. Et nous, on en a fait une au Mali. Les 2 jeunes gens qui ont été enlevés dans un restaurant à Niamey, capitale du Niger, de Léocourt et de Delory, je crois que le président Sarkozy, à ce moment-là, a décidé de frapper un coup très fort. Et s'il y en a déjà suffisamment d'otages au Mali, il y avait Areva et Vinci, il y avait nous, il y avait la Somalie. Et là, il a tenté une opération. Là, il a appuyé sur le feu vert. Et là, il y a eu 2 morts. Et les Anglais et les Américains, eux, affirment ne jamais négocier, affirment que c'est des opérations ou rien. Est-ce qu'il n'y a pas des négociations sous-jacentes ? J'en doute. Est-ce qu'il n'y a pas des négociations ultra secrètes avec des petites rançons archi-ultra secrètes ? J'en doute aussi. Leur ligne de conduite officielle, c'est de dire on ne négocie pas. Alors, soit ils font des opérations, qui parfois réussissent, qui souvent échouent, soit ils font rien, et puis les gars sont quand même un peu libérés. Donc bon, je me pose beaucoup de questions entre le dit et le non-dit. Alors vous dites dans ce livre des choses que vous n'aviez pas dites à vos proches. Est-ce que vous dites également, il y a certaines choses que vous ne dites pas parce que vous n'avez pas le droit de les dire, parce qu'on vous a demandé de les cacher, non ? Non, parce que soit je ne les dis pas parce que je ne le sais pas, mais il y a des anecdotes que je ne raconte pas, ou des choses extrêmement intimes, parce que je suis pudique que je ne raconte pas.
Non, des informations. Oh, bon, on m'a dit de ne pas parler de, par exemple, en tout cas, on m'a dit, non, ne parle pas de la rançon. Tu sais très bien qu'officiellement, il n'y a pas de rançon. Mais enfin, ça fait rire tout le monde. C'est juste un secret polichinelle, évidemment. En tout cas, vous n'avez pas eu de consigne. Mais en tout cas, alors, il y a d'abord, la rançon, elle a deux branches. Il y a les prisonniers libérés. Là, la parole est totalement libérée chez le politique. Bernard Kouchner me raconte par le menu comment il obtient les deux. Alain Juppé, qui n'est pas le spécialiste des numéros de claquettes, me raconte, d'abord dit que la médiatisation c'est utile. Là, quand il me dit ça le 30 mai dernier, je tombe un peu de l'armoire. Mais il l'avait dit, paraît-il, aux familles avant, ce que je ne savais pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il confirme 2 prisonniers. Donc au plus haut niveau de l'État, c'est confirmé. Encore une fois, je pense qu'Alain Juppé est un homme responsable, un homme politique responsable. Ce n'est pas le genre de gars à faire des effets d'annonce, surtout quand il n'est plus ministre. Et à l'époque, il ne l'était plus. Le 30 mai dernier, il venait de quitter le Quai d'Orsay. Ça, c'est une première chose. Quant à la rançon, c'est vrai que personne ne donne de chiffres, donc je ne les ai pas, c'est pour ça que je donne une fourchette. Mais c'est un secret de polichinelle. Et quand on nous dit ça crée des vocations, ben enfin, qui connaît le montant de la rançon? Celui qui la donne et celui qui la reçoit. Et autant vous dire que celui qui la reçoit, il le fait dire à ses amis après. Taliban, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et vous savez, ces gens-là ont beaucoup d'informations. Ce ne sont pas des abrutis. Et quand ils demandent 90 millions d'euros en ce moment, ils savent très bien qu'ils ne l'obtiendront pas. En tout cas, c'est le chiffre officiel. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai ? Personne ne le sait, mais en tout cas, c'est ce qui sort dans les journaux. Ne vous inquiétez pas que, comme je disais dès le début, et je le répète, ils ne font pas ça pendant 1 an et demi pour recevoir une boîte de chocolat de monsieur l'ambassadeur, en train de dire merci, au revoir, c'était super sympa de les avoir gardés pendant 1 an et demi. Non, ça, c'est juste pas possible. Alors, il faut qu'on dise un mot quand même de la polémique qui est née en France. Évidemment, vous ne la connaissiez pas. Vous êtes accueilli donc à Villacoublay avec l'accueil qu'on connaît, dont on se souvient, qui fait la couverture d'ailleurs du livre. Avant de vous rendre au siège de France Télévisions, vous allez en soins à l'hôpital Bichat. Et là, vous allumez la télé dans la chambre et vous apprenez la polémique. Oui, c'est-à-dire qu'on débarque à Villacoublay vers 9h30 du matin. Premier contact avec nos familles d'abord, le président de la République, quelques ministres, dont Alain Juppé d'ailleurs. Ensuite, premier contact avec la presse, première conférence de presse, les retrouvailles, première conférence de presse. Puis on nous dit, avant le retour à France Télévisions, premières analyses, on vous emmène à l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement. Ok, on y va, on fait première prise de sang, etc. Et là, en attendant les premiers résultats, ça dure 1 heure, je mets la télé par curiosité, je tombe sur une télévision d'info continue, en l'occurrence BFM, et là, un journaliste fait le résumé de ce qui s'est passé pendant 1 an et demi. Et donc commence par toute cette polémique. Et là, je tombe de l'armoire. J'appelle Stéphane, comme tous les quarts d'heure, ça répète à peu près la même chose, il le regarde avec moi, on est un peu abasourdi. On se dit rien de spécial, mais on est vraiment choqué, quoi. Et moi, c'est vrai, en arrivant dans le grand hall de France Télévisions, avec toutes les coursives pleines à craquer, un accueil de fou. Même, je me souviens, ma consoeur Christelle Méral de France 3 me dit « Mais vous êtes comme des rockstars ». Je dis « Certainement pas, on est tout sauf des rockstars. Et cette popularité, c'est bien malgré nous. Mais n'empêche qu'après ce moment d'émotion intense, Stéphane parle d'abord, enfin le président Pfimelin, le président de France Télévisions parle d'abord, ensuite Stéphane, et moi je dis nous n'avons pas gravi l'Everest par la face nord en tongs, et là je dis exactement ce que je pense, parce que je pense que, même si je ne cesse de le répéter depuis, il fallait mettre un coup d'arrêt à cette polémique nauséabonde dès le début, et même si elle continue aujourd'hui, au travers de quelques livres, dont un militaire, je crois, régional de l'étape, Internet, bien évidemment. Mais bon, en tout cas, ce que j'apprécie dans les livres, c'est qu'au moins ils sont signés, on sait d'où ça vient. Parce que les délires sur Internet, c'est toujours sous anonymat. Et ça, je trouve ça nauséabond et surtout insupportable. Mais voilà, après, on m'a dit, oh, mais tu sais, tu pourras te justifier toute ta vie, il y en aura toujours pour te dire que tu as fait des conneries, etc. Ou vous avez fait des conneries, ou soi-disant des conneries. Bon, voilà. Mais je pense que déjà, au plus haut niveau, et publiquement, et on ne pouvait pas plus public à ce moment-là, les chaînes étaient ouvertes, c'était du direct quasiment partout, etc. Il fallait mettre un coup d'arrêt, et en tout cas, je me devais de mettre un coup d'arrêt à cette polémique, parce que ne rien dire, c'est reconnaître. Et ce qui est terrible dans toutes ces affaires, et je reviens à Florence Cassé et à l'affaire d'Outreau, et je vais vous dire le point commun entre l'affaire Taponnier-Guéquière, l'affaire Florence Cassé, donc qui est cette femme française qui est maintenant emprisonnée et condamnée pour 60 ou
plus de 60 ans de prison au Mexique, accusé d'avoir pris des otages avec son ami mexicain, etc. Et l'affaire Doutreau, dont j'ai vu l'un des protagonistes il n'y a pas très longtemps, Alain Maresco. On était la famille de Florence Cassé, Alain Maresco, donc le notaire soi-disant pédophile, etc., et moi-même, on était dans la même salle à Dunkerque. Et le point commun entre ces trois affaires, même si apparemment il n'y a pas l'air d'en avoir, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais Maresco, il n'y a pas de fumée sans feu, il a bien fait quelque chose. Florence Cassé, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a bien quelque chose. Guéquière-Taponnier, il n'y a pas de fumée sans feu. Parfois, si, il y a de la fumée sans feu. Et il faut expliquer, réexpliquer sans cesse. Erreur judiciaire sur le cas Maresco, l'affaire Doutreau reconnue enfin par la justice française. Erreur médiatique aussi au début, il faut bien le dire. Peut-être erreur judiciaire, on ne peut pas le dire encore officiellement, mais en tout cas, c'est ce que crie Florence Cassé depuis 7 ans, et c'est ce qu'elle tente de prouver, elle, sa famille, ses avocats, etc. Peut-être une erreur judiciaire reconnue un jour ou l'autre par le Mexique. Le nouveau président mexicain a été reçu aujourd'hui par François Hollande, donc c'est une étape importante et cruciale parce qu'il va prendre ses pouvoirs le 1er décembre prochain. Deuxième chose, et sur l'affaire Guéquière, moins grave, parce que quelque part moins grave. D'abord, on a fait moins de détentions, nous, que Maresco, et beaucoup moins que Florence Cassé. Mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, ils ont fait n'importe quoi, les pieds nickelés, rencontre des talibans, enfin du grand n'importe quoi. Mais c'est le point commun, c'est ça. Et parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, la machine s'emballe, la machine médiatique, la machine politique pour nous, la machine judiciaire pour Florence Cassé et les accusés d'Outreau. Voilà, ça s'emballe. Dominique Baudis pourrait vous en parler, l'ancien maire de Toulouse. Ça s'emballe et puis après, comme disait l'autre, un ancien président de la République, ça fait pchit. En tout cas, pour nous, ça a vraiment fait pchit, mais n'empêche qu'il reste ce fond voilà, la preuve, vous en parlez. Malsain et nauséabond. Vous avez l'impression quand même que votre honneur d'homme et de journaliste a été sali dans cette histoire? C'est pas une impression, c'est une certitude. Oui. Ouais. Vous racontez dans le livre, alors on ne va pas rentrer dans le détail, qu'en fait, à l'époque, les prises de position de Claude Guéant, Nicolas Sarkozy sont en fait nées d'informations qui leur remontaient d'Afghanistan. Mais c'est une évidence, mais j'en ai parlé avec tous mes confrères correspondants défense depuis des années, dont mon confrère Pierre Babet, France 3, qui travaille avec l'armée depuis 25 ans, excusez du peu. Pierre, on ne peut pas l'accuser d'antimilitarisme primaire, c'est une partie de sa vie de journaliste, c'est l'armée, il a un œil aigu là-dessus, mais il est aussi accepté par l'armée depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il est, comment vais-je dire, il connaît bien son sujet, très bien son sujet. Il sait parfaitement comment marche la mécanique entre l'armée et les journalistes. Je pense que c'est un de ceux qu'il connaît le mieux, avec Jean-Dominique Merchet, avec Jean Guinel, etc. Des grands spécialistes de l'armée en France. Et il m'a dit, mais évidemment, quand il se passe quelque chose comme un enlèvement, le ministre, en l'occurrence Hervé Morin, ministre de la Défense à l'époque, le président de la République, chef suprême des armées selon la Constitution française, ils vont voir en bas, ils se disent, il s'est passé quoi avec Guéquière et Taponnier? Eh bien, ça remonte de la source vers le plus haut niveau de l'État en moins de 2 heures. Et là, il y a eu des informations, mauvaises informations, mensonges éhontés, sur toute la ligne, partant d'un seul homme. Et voilà, moi, ce n'est pas 200 000 militaires, non. C'est un seul. C'est... Alors, l'officier de presse. Ouais. L'officier de presse qui lui fait remonter, nourri par ses... Alors lui, il est lieutenant-colonel, nourri par quelques lieutenants, en l'occurrence lieutenantes, qui sont avec nous sur le terrain. Mais mon contact, hiérarchiquement parlant, et au quotidien, pendant 1 mois avant d'être enlevé, c'est ce lieutenant-colonel, Jackie Fouquereau, qui fait remonter l'info jusqu'en haut, mais très très vite, parce que c'est vraiment une chaîne de commandement. C'est très simple. Jackie Fouquereau fait remonter à l'époque à l'amiral Prazuc, qui est responsable de presse au niveau national, ce qu'on appelle dans le jargon militaire conscom, qui lui-même fait remonter à l'état-major, le général Georgelin, celui qui parle des 10 millions d'euros dépensés pour notre recherche. Général Georgelin, chef d'état-major, donc numéro 1 des militaires, au ministre de la Défense Hervé Morin.
au président de la République et au secrétaire général de l'Élysée, mais surtout au président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est extrêmement simple. Et quand j'entends dans une interview le lieutenant-colonel Jackie Foucault, qui n'est plus militaire maintenant, qui est à la retraite, et qui dit « mais je n'ai pas l'oreille du président, c'est mal connaître le système français », mais évidemment, il ne faut pas nous prendre pour des abrutis. C'est pas Jackie Foucault qui décroche son téléphone et qui a Nicolas Sarkozy au bout du fil. Non. Mais c'est comme dans n'importe quelle entreprise. S'il y a un pépin, le président directeur général, le président de la société dit « mais alors il s'est passé quoi sur le terrain ? Faites-moi remonter l'info, un rapport, je veux savoir ce qui s'il s'est passé. » Je veux dire, ça n'a rien d'original. Monsieur le président du Conseil général ici, s'il se passe quelque chose parmi les gens qui travaillent dans vos services, vous n'êtes pas sur le terrain 24 heures sur 24 tout le temps. Vous demandez quoi ? Qu'on vous fasse un rapport circonstancié sur ce qui se passe. Et il y a 4-5 intermédiaires entre le terrain et vous. C'est on ne peut plus classique dans n'importe quelle entreprise, y compris dans l'entreprise France. Est-ce que le fondement finalement de cette polémique, c'est pas la volonté que vous avez eue, et qu'ont certains journalistes, pas tous malheureusement de moins en moins, d'indépendance finalement par rapport à l'armée ? Faire mon métier de journaliste, je ne fais pas de la communication pour l'armée française. Ça se saurait, j'aurais une fiche, je serais très fier d'ailleurs, pourquoi pas. Mais c'est un autre métier. Je n'ai pas choisi celui-là, je suis journaliste. Donc oui, et Dieu sait si la balance est déséquilibrée, mais ça, c'est pas la faute à l'armée française, ni à l'armée américaine ou à l'armée afghane ou qui que ce soit. C'est avant tout, rendons à César ce qui appartient aux talibans, c'est-à-dire que l'insécurité, elle est talibane. C'est la rébellion qui met une insécurité et qui donc ne nous permet pas de travailler normalement en Afghanistan, comme ce fut le cas pour d'autres raisons en Irak, etc. Pour autant, passer un mois avec l'armée française, c'était 4000 hommes à l'époque, et passer un jour avec les Afghans, c'est 30 millions d'habitants, c'est quand même pas le bout du monde. Même ça, c'est pas possible. Mais qu'on ne nous dise pas, ils ont fait n'importe quoi, etc. Non, allez voir les gens. On est en Afghanistan, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur la Lune. Ou alors, dans ces cas-là, on va dans une caserne au Mans, à Saint-Dizier ou à Canjuers dans le sud, et on fait un reportage de manœuvre dans les grands camps qu'on peut avoir en France. Mais ça n'a rien à voir. Je ne filme pas de la manœuvre. Je filme une opération française qui dure depuis 10 ans, enfin des opérations, et une mission française qui dure depuis maintenant 11 ans en Afghanistan. Et oublier le peuple afghan, c'est faire injure au peuple afghan, et c'est surtout faire injure au métier de journaliste. Vous le dites dans le livre d'ailleurs, dans cette affaire, comme très souvent, il y a eu confusion des genres entre journalisme et communication. La direction de France Télévisions, pour convaincre l'appareil militaire de faire un reportage et d'ouvrir les portes de l'armée, s'est sentie obligée de rassurer outre mesure et de promettre malgré elle une émission soft qui ne remettrait rien en cause. Toutefois, entre l'officiel et l'officieux, entre le contrat et la réalité du terrain, il y a une marge. Dans une sorte de non-dit, le reporter sait qu'il va devoir naviguer entre deux eaux. L'armée, qui attend un joli produit de communication qu'on appelle pompeusement documentaire, et la rédacteur en chef qui désire finalement un vrai sujet journalistique digne de ce nom. Quand tout se déroule comme prévu, tout se passe plus ou moins bien, mais lorsqu'il y a un accident, chacun ouvre son parapluie le plus grand possible, et celui qui est en bas de l'échelle, le reporter, est foudroyé par l'orage. Mais voilà, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Il y a un avant et un après. Prise d'otage, ouais, clairement. Bien sûr. La preuve, je ne serais pas ici. Ouais. Mais dans votre vie personnelle. Bien sûr. Ben, évidemment. C'est pas une parenthèse. Il y a un avant, un pendant et un après. Ah non, c'est pas une parenthèse. Mais non, bien sûr. Mais voilà, à partir du moment où... Mais comme il y a un avant et un après pour quelqu'un qui a été très gravement blessé dans un accident de voiture, pour quelqu'un qui a été détenu, qui a fait de la prison, parce que vous savez, le monde des prisons en France, moi je l'ai côtoyé en tant que journaliste, il n'est pas joli, il y a du travail à faire. Et moi, s'il y a bien un coup de gueule que j'ai à peser, c'est là-dessus. Et des gars qui se retrouvent plus en difficulté après 10 ans de tôle ou après 5 ans de tôle qu'avant, c'est pas normal. Et je trouve que la prison française est la honte de la République. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Et ça, c'est nous tous. C'est nous tous. Et j'ai l'impression qu'au ministère de la Justice, ils commencent un peu à s'en rendre compte, mais il est un peu tard. Enfin, jamais trop tard pour bien faire. On va voir ce qui va se faire concrètement. Et vous parliez de ça, ben oui, parce qu'un tôlard, par exemple, avant et après. Oui. Et parfois, c'est avant, après, de nouveau avant, de nouveau après, parce que s'il y a des taux de récidive aussi forts, c'est peut-être aussi parce que la prison n'amène pas ce qu'elle devrait amener, mais elle amène beaucoup plus de choses négatives que positives. Parce qu'on parle de détention, parce qu'il y a des détentions en prison, il y a des détentions forcés, otages, etc. Mais quelque part, c'est parfois les mêmes stigmates à la fin. Est-ce que ces 547 jours ont quelque part démultiplié vos
qualités et aussi vos défauts. Vous dites dans le livre que vous êtes quelqu'un d'assez impatient. Est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, vous l'êtes plus encore qu'avant? C'est pas bientôt fini? Oui, c'est un peu ça. J'ai des choses qui m'énervaient beaucoup avant, m'énervent vraiment beaucoup maintenant. Le chose qui me passait bien au-dessus de la tête me passe à 10 000 mètres maintenant. Il faut que je fasse un travail là-dessus. Je tente de le faire. Je l'avoue, je ne suis pas suivi, et si je l'étais, je ne sais pas si je l'avouerais aussi facilement, mais je ne suis pas suivi par un psy ou quoi que ce soit. Je ne ferme pas la porte, je n'en sais rien. Peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Mais en tout cas, je suis conscient qu'il faut que je fasse un certain travail sur certaines questions, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas envie finalement de vivre sans frustration quand on en a connu autant pendant 540 jours? Vivre est une frustration déjà. Donc non. Il y a des frustrations, il y a des obligations, il y a des frustrations qui sont positives, d'autres moins. Non, autrement on fait n'importe quoi. Non. Donc vous avez repris votre travail, vous travaillez à envoyé spécial aujourd'hui, c'est ça? Et je suis censé gratter un sujet et partir sur le terrain dans quelques semaines. Le plus vite possible d'ailleurs. Il faut d'ailleurs repartir assez vite. Il faut remonter sur le vélo, ouais. En Syrie, par exemple, ça pourrait être l'idée. Alors la Syrie est un cas particulier pour envoyé spécial justement parce que Gilles Jacquier y est mort au mois de février dernier. Toute la rédaction de France Télévisions est encore sous le choc, je peux vous le dire, c'est pas des grands mots pour faire bien. La petite rédaction d'envoyé spécial, je vous raconte même pas. Et si demain je vais voir mes rédactrices en chef, qu'on appelle, j'ai envie de dire presque tendrement les filles, si je vais voir les filles en disant demain je vais aller à Alep ou à Damas, elles vont me dire non et surtout pas toi. Donc pour l'instant, c'est niette et je le sais. Donc il faut prendre du temps. Cette rédaction est encore en deuil. On était à Bayeux, en Normandie, ce week-end pour le prix des correspondants de guerre. Il y avait une stèle qui a été dévoilée avec tous ceux qui sont restés sur le terrain en 2012 en termes de journalistes, mais au niveau international. C'est des dizaines, mais j'étais très étonné moi-même. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines chaque année, toutes nationalités confondues. C'est Reporters sans frontières qui a fait un boulot incroyable pour nous. Vraiment, je tiens à le souligner, et qui fait un boulot incroyable par ailleurs, et qui fait ce décompte macabre. Et Gilles, Rémi Hochlik, dont on doit la couverture de ce livre, font partie, évidemment, hélas, des victimes récentes. Et donc, oui, on est encore en deuil. Ouais. Et moi, je connaissais Gilles, et on est encore en deuil. Donc, c'est compliqué. Stéphane Taponnier, lui, a repris le terrain ou pas? Il a repris une formation. Il est à Montpellier. Il fait une formation de journaliste-rédacteur à Montpellier. Et donc, maintenant, il aura, à la fin de cette année scolaire, on va dire, d'ici juin, 2 cordes à son arc. Merveilleux caméraman journaliste. Et j'espère bientôt aussi rédacteur. Et Reza, lui, est toujours là-bas. Reza est toujours en Afghanistan. C'est un peu compliqué pour lui parce que lui n'a pas été sorti de là, mais en même temps, c'est son pays. Et c'est mieux pour lui d'être en Afghanistan qu'en France, quoi qu'il arrive. Il a une famille. Il a une petite fille qui s'appelle Azada. Elle est née au mois de mai et ça veut dire liberté en dari, en langue locale. Bien, est-ce que vous avez des questions pour Hervé Guéquier? Il dit beaucoup de choses, il y a encore plein de choses dans le livre. J'ai encore plein de questions, mais bon, on ne va pas tout dévoiler non plus. N'hésitez pas, la première sera peut-être la plus difficile. Souvent, mais lancez-vous. Lancez-vous. Hervé Guéquier attend vos questions, donc n'hésitez pas, au contraire. Même celles qui fâchent, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions taboues. Vous avez tous envie de lire le livre, alors? Pas de questions. Ne me dites pas qu'on a levé tous les doutes, qu'on a répondu à toutes les questions. Allez-y, osez. Non. Bon. Une question peut-être en attendant une autre. Vous qui connaissez bien aujourd'hui le terrain, où se situe l'avenir du monde aujourd'hui? Oula. Grosse question. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est dans quelle sûr, région du monde alors? Ce qui est sûr, c'est que la région Afghanistan-Pakistan, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-David Lévit. Alors, il n'est pas très connu au niveau du grand public. Jean-David Lévit était donc le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. Ça a été un des tout premiers à me recevoir d'ailleurs. À part le président Sarkozy qui a été vraiment le premier. Et il m'a dit l'Afghanistan et le Pakistan, mais surtout le Pakistan, est le trou noir de l'humanité.
dans le sens géopolitique du terme. C'est-à-dire que d'ailleurs, l'histoire afghane ne va pas se régler sans l'histoire pakistanaise. C'est-à-dire que les géopoliticiens qui travaillent sur ces histoires depuis très très longtemps disent toujours que c'est une histoire Af-Pak. Afghanistan, Pakistan. Pourquoi ? Parce que la base arrière des talibans d'Afghanistan, et même plus que la base arrière d'ailleurs, un des fiefs des talibans et aussi d'Al-Qaïda, ce sont les zones tribales, entre autres du Pakistan. Et on l'a bien vu avec d'ailleurs la mort de Ben Laden qui n'était même pas dans les zones tribales. Et d'ailleurs en 2001, que s'est-il passé ? Lorsqu'il y a eu la chute du régime taliban, certains sont rentrés dans le rang et se sont fait oublier pendant un petit bout de temps, je parle des talibans, ils sont restés en Afghanistan, et d'autres sont partis se réfugier dans les zones tribales. Et au fur et à mesure, sont revenus tout doucement en Afghanistan, parce que c'est une frontière absolument poreuse, ce sont des centaines de kilomètres de montagne qu'on ne peut absolument pas contrôler, et en plus l'armée pakistanaise, côté zone tribale, alors les zones tribales, c'est juste de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en gros pas très loin de Kapisa, c'est vraiment le fief où on ne peut pas les filmer, on ne peut pas les voir, contrôlés par personne, bombardés de temps en temps par les Américains avec des drones, des avions sans pilote, d'ailleurs ce qui provoque la colère d'Islamabad et du pouvoir pakistanais. Et donc c'est un des coins extrêmement sensibles de la planète. Pour ce qui nous occupe en France en ce moment, en particulier avec les otages, mais aussi pour d'autres choses, on parle de nouvel Afghanistan africain, c'est-à-dire le Nord Mali et le Nord Niger. Là où s'est installé, surtout au Nord Mali, un régime islamiste, pur et dur. Voilà. C'est déjà deux zones extrêmement sensibles. Il y a une zone dont on ne parle absolument pas en ce moment, en France en particulier, c'est le Mexique, avec ces cartels des drogues comme on a connu dans les années 80-90 en Colombie. Aujourd'hui, la plaque tournante, une des plaques tournantes de la drogue, mais avec des cartels incroyables. Il me semble que c'est déjà, d'après ce qu'a dit Rémi Ourdan du Monde, qui a reçu un prix d'ailleurs à Bayeux et qui a travaillé là-dessus, la guérilla de la drogue au Mexique, c'est 60 000 morts. 60 000 morts, dont on ne parle absolument pas. Des règlements de compte, des civils, etc. Le président Calderón, qui finit ces dernières semaines au pouvoir, a voulu une politique dure contre les cartels. Il s'est rendu compte que cette politique était un échec total. Le nouveau président, apparemment, a d'autres idées en tête. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, c'est aussi un point crucial, et là, sur le continent américain. On a encore, nous journalistes, du pain sur la planche. Hein, oui, non, ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci là-dessus. Bien. Question ? Pas question ? On a été parfait, on a répondu à toutes les questions. Ça, alors. Exactement. On va vous remercier, Hervé Guekir. Je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage, ce récit absolument passionnant, percutant et poignant par moments. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Hervé Guekir qui va signer son livre maintenant au fond de la salle. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour toutes ces questions et merci pour l'accueil et de ce très bel endroit aussi, Monsieur le Président du Conseil Général. Merci à tous.